pour mener à bien son projet pharaonique, la construction du barrage d'Assouan. Et nous sommes à l'époque 1960-1970, mais à partir des années 1956-57 essentiellement, dans une rivalité très grande. Et les deux pôles de la rivalité, qui sont les États-Unis et la Russie, en quelque sorte, ont eu des foyers locaux, ont eu des positionnements, des enracinements locaux. L'Union soviétique trouve dans Nasser, bien entendu, le porte-parole de ses idées les plus grands. En tout cas, l'opposition à la politique américaine se fait à partir de l'Égypte. En face, il y a l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite qui est dans une alliance stratégique à partir de 1945 avec les États-Unis, qui a confié aux États-Unis en quelque sorte sa sécurité, qui en même temps va être un véritable refuge pour les frères musulmans qui sont persécutés par Nasser. Et sur un plan beaucoup plus profond, entre l'Arabie saoudite, wahhabite et les frères musulmans égyptiens, il y a cette complémentarité qui fait que la convergence sur le plan philosophique est pour ainsi dire totale, acquise dans les années 60. ما جلبه الإخوان المسلمون إلى السعودية. Les frères musulmans ont appris aux Saoudiens les principes de l'action et de l'organisation politique. Ils sont arrivés en Arabie saoudite avec derrière eux une longue expérience dans la politique, l'organisation et la mobilisation de masse. Le wahhabisme, ainsi que le salafisme, rythmaient la vie quotidienne des Saoudiens, notamment ceux qui vivaient dans les régions du centre du royaume. Mais cette idéologie n'avait aucune plateforme d'organisation ou structure politique auquel se référer. C'est la rencontre avec les frères musulmans qui va leur fournir ce cadre et leur permettra d'imposer leur hégémonie et de dominer par la suite tout le pays. Les frères musulmans exilés, Gamal Abdel Nasser ne tourne pas pour autant le dos à l'islam. Pour ne pas être coupé de son peuple, le raïs a besoin d'une caution religieuse. Il la trouve naturellement auprès d'Al-Azhar, l'importante institution religieuse de l'islam sunnite qu'il soumet au pouvoir politique, quitte à la fragiliser. Al-Azhar reçoit en retour les fonds nécessaires pour son expansion, ouvre de nombreuses écoles et facultés dans tout le pays. Lorsque Nasser, par exemple, se lancera dans un grand programme de nationalisation en Égypte, des terres ou des industries, il dira que c'est en conformité avec l'islam. Et les Saoudiens auront leurs propres ulémas avec leurs propres fatwas, c'est-à-dire avec leurs propres avis jurisprudentiels, en disant ben non, la propriété privée, ça correspond à l'esprit de l'islam. Donc il y a deux pôles. Je dois vous dire que dans une conférence de presse au Caire, un jour, où était le roi d'Arabie saoudite, je pose la question, Sire, en tant que dirigeant arabe, il m'a coupé, il m'a dit, je ne suis pas dirigeant arabe, je suis dirigeant musulman. J'ai été stupéfait, moi, c'était la grande époque de l'arabisme dont je vous parlais tout à l'heure, et ce roi arabe, qui est d'ailleurs le roi Faisal, qui était un homme assez remarquable par ailleurs, hein, c'est un homme assez remarquable, mais m'a coupé sèchement. Non, pas arabe, musulman. Le panarabisme de Nasser face au panislamisme de Faisal, le successeur du fondateur du royaume saoudien. Faisal dispute à Nasser le leadership du monde arabo-musulman. La manne pétrolière aidant, le roi Faisal crée d'abord la Ligue islamique mondiale à la Mecque et favorise une propagande wahhabite à travers le monde. Puis il fédère les États musulmans dans une organisation de la communauté islamique. Les États-Unis encouragent cette solidarité au nom de l'islam pour lutter contre le communisme et l'ami des soviétiques, Nasser. Nasser entreprend, à partir des années 56-57, une répression extrêmement féroce, et même avant, dans les années 54,
une répression extrêmement féroce à l'égard des frères musulmans, et en 1966 va aller jusqu'à pendre celui qui deviendra le théoricien du radicalisme islamique, Saïd Qutb. Le parcours de Saïd Qutb est absolument exemplaire. Si on veut comprendre d'où est venue la violence politique dans le monde arabe, il faut regarder la photo de Saïd Qutb d'abord. Saïd Qutb, c'est pas un vilain barbu, c'est un petit bourgeois avec une cravate, un fonctionnaire du ministère de l'Éducation. Et son itinéraire vers la radicalisation est parfaitement emblématique de l'itinéraire qui, à 30 ans d'intervalle, va être celui des gens d'Al-Qaïda. Dans sa jeunesse, Saïd Qutb n'était pas sensible à l'idéologie et aux propos des frères musulmans. Il s'intéressait beaucoup à la littérature et exerçait le métier de critique littéraire. Mais il va vite changer. Sa découverte et sa rencontre avec la culture américaine vont provoquer en lui un rejet total et radical de la culture occidentale. Saïd Qutb dit avoir eu son attention attirée par les frères musulmans alors qu'il se trouvait aux États-Unis et que Hassan al-Banna a été assassiné. Et il dit « J'ai été surpris par cette euphorie qui s'est emparée de la presse américaine et de la presse britannique. Et j'ai dit « Ce monsieur-là est certainement bien pour que son décès génère autant d'euphorie dans l'environnement occidental. » Un an après l'exécution de Saïd Qutb, Nasser subit une déroute militaire cinglante. Suite à plusieurs mois de tensions et d'escalade, Israël déclenche en juin 1967 une attaque préventive et détruit en 6 jours l'armée égyptienne et celle de 3 autres pays arabes. C'est un succès éclatant pour Israël, qui occupe les bords du canal de Suez et prend le contrôle de la partie arabe de Jérusalem. Cette défaite humiliante provoque un séisme dans tout le monde arabe. Quand c'était des grandes puissances qui humiliaient le monde arabe en mettant la main dessus, à la limite, on pouvait croire, juger que les peuples arabes ne pouvaient rien faire, mais que ce soit un petit État de rien du tout qui réussisse à battre les armées arabes, c'était insupportable. Donc c'est là qu'est né, si je puis dire, le deuxième ressentiment des Arabes contre le monde occidental qui a soutenu d'une certaine façon un petit peu Israël. Et les frères musulmans reposent à la société égyptienne la même question posée par leurs ancêtres dans les années 20. Tout est raté, tout ce que vous avez préconisé comme réforme, comme rafistolage du système, rien n'a abouti. Nous nous retrouvons sous dépendance britannique dans les années 20, américaine aujourd'hui. La réponse n'est donc même pas manifestement ce type de nationalisme occidentalisant que vous avez préconisé. La réponse doit venir du retour au premier siècle de l'Hégire. Les frères musulmans peuvent dire, et c'est ainsi qu'on se sert dans l'histoire de ce qui nous arrange à chaque moment. Au premier siècle de l'Hégire, le premier État musulman fondé par le prophète a réussi en 2 générations à conquérir un espace immense allant de l'Atlantique à l'Indus. Qui dit mieux aujourd'hui? Personne. Nasser, battu, démissionne. Un choc qui désempare les Égyptiens et les foules arabes. Ils descendent dans la rue pour réclamer le retour du Raïs. Le rêve panarabe est mort et son héros ne lui survivra que de quelques mois. Ses portraits ornent encore aujourd'hui certaines boutiques et salons de familles égyptiennes nostalgiques. Et la mort de Nasser en septembre 1970, il faut revenir aux photos de l'époque, montre tout le désarroi d'un peuple qui ne sait plus quoi penser, qui pleure son chef, mais qui pleure surtout sur lui-même, sur la perte de ses repères. Les fidèles de Nasser s'étaient opposés à son successeur, le président Sadat, notamment lors des événements de mai 1971. Pour y faire face, Sadat s'était allié au courant islamiste. Il fera sortir des prisons les frères musulmans et facilitera le retour en Égypte de ceux qui étaient exilés dans les pays du Golfe. Anwar al-Sadat est profondément croyant. Jeune officier, il a été séduit quelque temps par les idées de Hassan al-Banna,
avant de rejoindre Nasser et participer au coup d'État de 1952. Le président croyant, Raïs al-Moumen, comme il aime se faire appeler, mène une lutte contre les islamistes qui deviennent une menace pour son pouvoir. En 1977, Sadat accomplit un acte de courage, salué par les Occidentaux, en se rendant à Tel Aviv, et il signe sous l'égide des Américains, ses nouveaux alliés, une paix séparée avec Israël, l'ennemi de toujours. Aux yeux des arabo-musulmans, c'est une trahison qu'il paie de sa vie en octobre 1981. Ces assassins sont des militaires islamistes radicaux, dissidents des frères musulmans. En Iran, la grande prière du vendredi, où se mêlent prêches et discours politiques des dignitaires du pays, se déroule dans le campus de l'université de Téhéran, un rituel imposé par l'ayatollah Khomeini après son arrivée au pouvoir. Sa révolution islamique en cette année 1979 ébranle autant l'Occident que les dirigeants arabes sunnites, inquiets de cette révolution chiite. Le clergé chiite, les étudiants, les ouvriers, les employés et les commerçants du bazar se soulèvent contre un régime autoritaire. Ils ne réclament pas du pain, mais le départ du Shah. Reza Shah Pahlavi, qui se fait appeler roi des rois, lumière des Ariens, succombe à la folie des grandeurs. Il met en exergue l'identité perse du pays contre l'identité islamique et mène des réformes à l'occidentale qui ne profitent qu'à une minorité d'Iraniens. Il est lâché par ses protecteurs, les Américains, et s'exile au Caire, où il meurt un an après. En fait, la révolution de 1978-1979, c'est le fruit de cet échec, c'est le fruit de cette modernisation forcée. C'était une manière de résister à cette modernisation forcée. Et en fait, une manière de revendiquer une sorte d'authenticité culturelle à l'égard d'une occidentalisation forcée. D'où le fait que la population a choisi la religion, le clergé, comme ses héros ou comme ses leaders politiques. C'est l'ayatollah Khomeini, exilé en Irak puis en France, qui fédère toutes les oppositions au Shah, de l'extrême gauche aux démocrates laïcs. Fin stratège, il ne dévoile guère ses intentions à ses alliés, sachant bien qu'une fois la révolution terminée, les forces religieuses plus organisées imposeront leur volonté. Depuis la France, il dirige la chute du régime et enregistre ses discours sur des cassettes, diffusées clandestinement en Iran. Khomeini use à la fois du vocabulaire anti-impérialiste et révolutionnaire de la gauche et de références islamiques pour dénoncer une humiliation de son peuple. C'est ainsi qu'un nationalisme religieux a pris forme à travers le mouvement de l'imam Khomeini. Il pouvait avoir beaucoup d'attrait pour la population, parce que la société avait déjà essayé différentes voies. Ce qui renforçait l'attrait du nationalisme religieux de l'imam Khomeini, surtout à cette époque, c'était l'ambiguïté de son discours. On parlait d'une sorte d'État islamique sans que ni la société, ni même les dirigeants religieux aient la moindre idée du contenu réel et des caractéristiques d'un État islamique. Cette ambiguïté a aussi beaucoup contribué au succès populaire du mouvement. Chacun voyait ce qu'il désirait dans cette formule d'État islamique et dans le mouvement de Khomeini. Les forces de gauche y voyaient la lutte contre l'impérialisme. Les forces nationalistes y voyaient la fin de la mainmise étrangère. Les forces religieuses y voyaient le renouveau de valeurs islamiques qui avaient été malmenées pendant la période Pahlavi. Chacun y voyait ses désirs. C'était un phénomène totalement ambigu et le secret de sa réussite tenait dans cette ambiguïté qui a réussi à un moment donné à attirer beaucoup de monde. Dans l'avion spécial d'Air France ramenant l'ayatollah à Téhéran avaient pris place plus d'une centaine de journalistes de la presse internationale.
L'accompagnait également une quarantaine de fidèles et de collaborateurs qui n'ont pas manqué de faire leur prière selon la coutume.